Et bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler du trouble dysphorique prémenstruel. Tout un programme. Alors, j'ai pas vraiment très bien préparé cette vidéo. J'avais quand même envie qu'on soit dans un truc qui soit assez naturel, je sais pas si c'est le bon terme, mais que bon bah voilà, de toute façon, si vous êtes habitué de la maison, vous savez qu'ici c'est régulièrement, ça part un peu dans tous les sens. Par où commencer? Peut-être par le commencement. Si vous me suivez assez bien, vous savez sans aucun doute que depuis, je dirais, allez quoi, 4, 5 ou 6 ans, les SPM, donc les syndromes prémenstruels, sont un sujet assez central dans ma vie. Alors à mon grand désespoir, mais j'ai envie de te dire que bon, bah on choisit pas vraiment. Je suis allée regarder avant de commencer à tourner, la première fois en fait que j'ai abordé le sujet, bah, c'était sur YouTube. C'était vraiment dans ma période où les règles, bon c'est encore une de mes passions, enfin c'est pas que j'ai une passion en fait pour les règles, pour les menstruations, etc. C'est juste que j'ai une passion pour le fait d'en parler et de normaliser ce sujet et d'essayer éventuellement, parce que souvent c'est le cas en fait, d'informer autour de moi. Donc je suis allée vérifier, la première fois que j'ai parlé de SPM, c'était pile il y a 5 ans, c'était en septembre 2019. Et j'avais fait une vidéo dédiée à ce sujet, puisque donc encore une fois à l'époque je parlais beaucoup des règles, des menstruations, etc. Il y a eu toute une espèce de série comme ça sur ma chaîne. Pour moi personnellement c'est une espèce de point de départ, parce que je pense que le moment où j'ai eu envie d'en parler sur YouTube et sur mes différents réseaux, c'est en fait le moment où j'ai découvert le concept des syndromes prémenstruels. Les syndromes prémenstruels, je vais le dire parce qu'en fait, même encore maintenant, en 2024, à chaque fois que j'utilise le terme, alors c'est souvent, tu utilises l'acronyme en fait SPM, systématiquement, quand j'en parle, par exemple sur Instagram, je reçois des DM de personnes qui ne savent pas ce que sont les SPM, notamment des DM de personnes que je suppose être menstruées. Donc ça nous apprend quand même qu'il y a encore, si tu veux, pas mal de taf à faire à ce niveau-là, et en fait pas mal de travail d'information, tout simplement. Ah bah écoutez, mon chéri me demande comment je vais. Je vais lui répondre. Excusez-moi, donc j'y reviens. Définition très rapide du SPM d'après l'INSERM. Le syndrome prémenstruel ou SPM, c'est une série de symptômes physiques et psychiques qui démarrent entre quelques heures et plusieurs jours avant les règles et qui disparaissent généralement peu après leur arrivée. Au niveau des symptômes, ça peut être physique comme psychologique / émotionnel. Alors après, je vais pas beaucoup développer les SPM parce que, donc encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet et là aujourd'hui, le sujet est un peu autre, j'ai envie de dire. Je crois que je vous ai dit que ça allait pas être forcément extrêmement bien organisé, mais je vais faire de mon mieux, promis. Moi, je souffre de syndrome prémenstruel depuis maintenant de nombreuses années. Chez moi, ça se manifeste principalement par des symptômes qui vont être psychologiques. Donc, globalement, je suis pas bien. Enfin, je vais développer ensuite, par la suite, les symptômes, enfin tout ce que je vis avant mes règles. Au niveau des symptômes physiques, je m'en sors, j'ai envie de dire, je m'en sors pas trop mal. Je vais avoir parfois la poitrine qui va être douloureuse, un petit peu gonflée, je peux avoir des problèmes digestifs, et bien, enfin un peu les trucs de base, mais sinon je vais pas tellement avoir de problèmes de sommeil. Ça fait donc plusieurs années que les SPM font partie de ma vie, et c'est vrai que j'ai envie de dire peut-être ces 2-3 dernières années, j'ai vraiment senti en fait une accélération, enfin un empirement, je crois que ce mot n'existe pas, mais une dégradation, voilà, on va dire ça comme ça, une espèce de dégradation assez vénère. Dans mon cas, les SPM peuvent commencer jusqu'à 15 jours avant mes règles, c'est-à-dire que vraiment parfois littéralement j'ai mon ovulation et le lendemain je tombe en SPM, et c'est quelque chose qui arrive quand même de plus en plus régulièrement, et c'est quelque chose que je sens directement, c'est-à-dire qu'il y a un switch en fait qui est immédiat au niveau de mon bien-être général et surtout de mon bien-être psychologique. Encore une fois, c'est vraiment des périodes dans ma vie où je suis, j'ai envie de dire, grandement en galère. C'est très compliqué. Évidemment, quand tu te tapes 15 jours de SPM, c'est extrêmement long. Et c'est surtout que, bon, je vous laisse imaginer, vous prenez, moi j'ai des cycles qui sont globalement, on est sur un truc qui est quand même assez régulier, j'ai des cycles qui doivent faire, je sais pas, entre 26 et 29 jours. Donc je vous laisse imaginer que j'ai certains mois où je me tape 15 jours de SPM, pas loin d'une semaine de règles, et puis après, bah, c'est-à-dire qu'il te reste une petite semaine dans le mois où tu te sens bien. Donc autant vous dire qu'à partir de là, la vie, ça devient un peu compliqué.
compliqué. Je teste notamment, je dirais, depuis un an, je teste beaucoup de choses pour essayer d'améliorer ma situation. Donc ça passe évidemment par l'alimentation, donc j'ai testé plein de trucs, évidemment j'essaie de réduire le sucre, d'y aller à fond de balle sur les protéines, j'ai testé des compléments alimentaires, etc. Et j'étais sur le point, il y a environ un mois, de tester un nouveau traitement. C'est pas un traitement en fait, c'est simplement des compléments alimentaires, en disant bon bah voilà, peut-être que ça va aider, machin, etc. Et en fait à un moment, je me souviens que j'ai eu une espèce de ras-le-bol, mais un truc qui m'a saisi comme ça, où je me suis dit mais en fait c'est pas possible. J'ai 37 ans, ma vie elle est super chouette, elle est super cool, globalement en fait tout va bien à part ça, et je n'ai pas envie de passer des mois et des années à essayer de trouver des solutions, à tâtonner, à devoir faire constamment hyper attention à ce que je mange. Moi je trouve ça, alors il y a des personnes pour qui ça fonctionne très bien, moi je trouve ça ultra contraignant, franchement ça me casse les burnes quoi. Je vous le dis comme je le pense. Et j'ai donc décidé, qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème de santé? Eh ben, on va voir un médecin. Et alors pourquoi je ne l'ai pas fait avant, je ne sais pas. Alors évidemment, moi le sujet de mes SPM, c'est un sujet que j'avais déjà abordé avec ma sage-femme, avec mon médecin généraliste. J'avais pas... Je les remets pas du tout en cause parce que j'ai un très bon médecin, j'ai une sage-femme que j'adore, qui est géniale, etc. Et je pense qu'en fait le problème venait de moi et du fait que j'ai pas forcément réussi à exprimer de façon très, très juste et très réaliste ce que je vivais, ce que je ressentais. Donc c'est vrai que j'ai eu des réponses en face qui m'ont pas, en fait, qui m'ont pas semblé adaptées, qui m'ont pas soulagée. J'ai donc décidé tout simplement de m'adresser à une gynécologue. Je me suis pas du tout tournée vers un gynécologue près de chez moi, je suis allée sur internet. Je suis allée sur un site dont je vous avais déjà parlé d'ailleurs à l'époque où j'étais en dépression. C'est par ce site que j'étais passée pour trouver une psychiatre de façon un peu urgente. Je suis allée sur care.fr. Alors c'est pas du tout un placement, juste je vous donne le plus d'infos possible. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé gynécologue et je me suis coltiné des pages et des pages et des pages de médecins. Je sais qu'il y a de très bons gynécologues hommes, mais pour moi c'était hors de question que je m'adresse à un homme en fait pour ce sujet. C'était juste mon choix, enfin mon envie à moi de me tourner vers une femme. Et donc quand je trouvais une femme qui, je sais pas, où je sentais un truc, j'étais un peu dans un truc de feeling quoi, tu vois, parce qu'en plus, alors c'est complètement débile, mais bon, au bout d'un moment on fait un petit peu comme on peut. Care, en fait, donc t'as les listes des médecins et puis t'as une photo et je regardais les photos et je regardais le nom et ensuite je prenais le nom et puis j'allais voir sur internet, j'essayais de trouver des avis, des trucs. Qu'est-ce que c'est? C'est ma fille maintenant, elle écrit. J'attends. Oui. Je ris. Ma fille est extrêmement drôle, sachez-le. Oh! Alors, on en parle plus tard. Je vais quand même mettre un petit cœur. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'en étais au fait que donc j'étais dans mon truc de recherche, j'allais lire les avis, etc. Et je tombe sur une femme. Alors, je vais le dire tout de suite, d'ailleurs j'aurais dû faire un petit disclaimer dès le début de cette vidéo. Il va de soi, mais je vais quand même le verbaliser, que je ne suis pas médecin, ok? Je vais dire des choses, prenez tout avec un grain de sel. Ne buvez pas mes paroles de façon complètement inconsciente, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être une histoire de ressenti. Je peux, comme n'importe quel être humain, raconter des bêtises. Et dans cette vidéo, je ne mentionnerai pas ni le nom de mon médecin, ni le nom d'éventuels traitements, médicaments, etc. Dans un premier temps, parce que je juge que c'est pas mon rôle. Et dans un deuxième temps, je crois que de toute façon, c'est illégal. Donc ceci étant dit, on continue. Donc je trouve une personne avec qui je sens que tu vois que ça va le faire. En fait, je trouve cette femme qui a l'air, d'après les recherches que je fais, qui a l'air d'être déjà au courant de ce que sont les SPM, qui a l'air assez renseignée sur le sujet, qui m'a l'air d'être une personne en fait qui va m'écouter et qui va me comprendre et qui va peut-être éventuellement pouvoir m'apporter des solutions. Donc je prends rendez-vous. Le jour du rendez-vous arrive, évidemment c'est un rendez-vous qui est en visio. Le rendez-vous commence, je tombe vraiment sur une femme où tout de suite en fait je sens que j'ai fait le bon choix. C'est une dame très gentille, mais aussi très chill. C'est-à-dire que la consultation commence, j'avais rendez-vous, je sais plus, peut-être à
14 heures ou quelque chose comme ça. En fait, elle finissait son café, tu vois, pendant le... Mais pas de... C'était pas elle finissait son café en mode ouais, je m'en fous, c'est bon, je termine mon café, je fais pas tellement attention à toi. C'était vraiment dans un truc que moi j'ai pris comme juste une espèce d'ambiance détente, quoi, tu vois. Donc voilà, je lui explique pourquoi je m'adresse à elle, je commence à lui raconter un petit peu ma vie, enfin ce que je vis tout du moins tous les mois depuis maintenant quelques années, et en fait, le moment où c'est incroyable, c'est qu'elle met un mot sur ce que je vis, un mot, plus exactement un terme, qui n'est autre que le trouble dysphorique prémenstruel. Et là, alors on va en parler du trouble dysphorique prémenstruel parce que c'est un petit peu l'idée de la vidéo. Et là, je sais pas vraiment en fait comment vous expliquer ce que je ressens à ce moment-là. Quand elle me dit vous souffrez d'un trouble dysphorique prémenstruel, j'ai une espèce de, comme une chape de plomb, vous voyez, qui s'envole de mes épaules. Et le trouble dysphorique prémenstruel, donc autrement appelé le TDPM, moi c'est quelque chose que je connais depuis très longtemps. Si vous voulez, j'avais quelques suspicions quant au fait que c'était un petit peu ce que je me coltinais, quoi, depuis quelques temps. Mais le fait d'avoir une personne en face de soi, un professionnel de santé, bon, qui déjà dans un premier temps t'écoute, qui ensuite dans un second temps prend toute la mesure de ce que tu vis et de ce que tu ressens, et ce de façon mensuelle, et qui te dit tout simplement voilà ce que vous avez, voilà pourquoi vous vivez des moments aussi difficiles, mais franchement c'est incroyable. Je ne sais pas quel autre terme utiliser, ça m'a fait un bien. C'est aussi une façon en fait de se sentir reconnu, vous voyez, dans ce que moi, voilà, parce que je parle de moi, de toute façon dans cette vidéo, on l'aura compris, ça a été vraiment une forme de reconnaissance pour moi, de reconnaissance de ce que je vis, même si, encore une fois, je suis très bien renseignée sur le sujet. Je me suis jamais dit ces dernières années, je sais pas, je suis complètement folle, ou il y a un truc qui, enfin si, il y a un truc qui débloque chez moi, mais vous voyez, dans le sens, voilà, je suis pas normale, ou j'ai un truc, ça ne m'a jamais traversé l'esprit parce que je sais un petit peu en fait comment fonctionne le corps, l'impact des hormones sur le corps, ce qui peut se passer dans un cerveau, etc. Et même si dans l'absolu, vous voyez, au moment du diagnostic, il n'y a rien qui est réglé, mais c'est une libération. Donc, le trouble dysphorique prémenstruel, le TDPM, qu'est-ce que c'est? Définition de Wikipédia, qui est toujours quand même globalement une bonne source d'informations. Donc le trouble dysphorique prémenstruel est un syndrome caractérisé par des symptômes émotionnels, cognitifs et physiques qui provoquent une détresse ou une altération importante chez les personnes ayant des menstruations pendant la phase lutéale du cycle menstruel. La phase du lutéal, c'est donc le moment, la phase entre l'ovulation et l'arrivée des règles. Donc les symptômes surviennent pendant la phase lutéale, s'améliorent quelques jours après le début des règles et sont minimes ou absents dans la semaine qui suit les règles. Je vais maintenant vous donner la liste des symptômes et vraiment accrochez-vous. Et surtout, dites-vous que je coche à peu près les 9/10. Hein. Alors, irritabilité, humeur dépressive marquée, sentiment de désespoir, autodépréciation, anxiété, tension. Alors, l'habilité émotionnelle marquée, ça je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est. Diminution de l'intérêt pour les activités habituelles, difficulté à se concentrer, léthargie, hypersomnie, insomnie, hyperphagie, sentiment de perte de contrôle, céphalée, douleur articulaire ou musculaire, prise de poids. Voilà, là vous avez un résumé de ma vie ces dernières années et je ris, mais vraiment c'est tellement pas drôle en fait les gars. J'ai traversé, en fait, on parle souvent cette période avant les règles, voilà, on n'est pas très bien, on est un peu ronchon. Si vous voulez, chez moi, ça avait pris des proportions, enfin ça prenait tout du moins certains mois des proportions qui étaient, en fait, qui étaient infernales. Et je me souviens du moment où je me suis dit, en fait là ça peut pas continuer, il faut vraiment que je trouve des solutions. C'était un soir, j'étais dans mon lit, j'étais en fait en train de pleurer. Pathétique. Mon mec dormait à côté, tu vois, j'aurais pu le réveiller, machin, mais je suis toujours là, ouais, non, je vais pas faire chier, gna gna gna, tu vois. Donc j'étais dans mon lit, en train de pleurer en silence, et j'étais tellement mal que j'ai eu, attention, trigger warning, que ça m'a traversé l'esprit, en fait, un moment, de me foutre en l'air, quoi. Alors, de façon très furtive, vous voyez, et pas...
Je tiens à dire qu'il n'y avait pas de... que ça aurait pas pu aller plus loin, dans tous les cas. Mais en fait, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, mais je me sens tellement mal. Je me sens tellement mal, j'en ai tellement marre, en fait, de me sentir comme ça, de me sentir comme une merde, d'être au fond du seau, que c'est pas possible, tu vois. Que je me suis dit, en fait, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Et en fait, ça m'a traversé l'esprit. Et cette pensée m'a complètement... j'ai trouvé ça mais terrifiant et horrible d'avoir ce genre de pensée, alors que, encore une fois, je tiens à le dire parce que, en fait, au final, ça n'a aucune importance quand on souffre de syndrome prémenstruel voilà, aigu ou d'un trouble dysphorique prémenstruel. À quel point ta vie peut être chouette, sympa, jolie, à quel point tu peux être entouré. En fait, ça n'a aucune importance. Enfin, si, ça a une importance, on va en parler un peu après, mais dans ces moments-là, en fait, quand ton cerveau déraille à cause de tes hormones, peu importe, tu vois, que ta vie, en l'occurrence, soit super cool, t'es juste, mais au fond du seau. Et moi, souvent, l'image que je donne, je dis, je suis pas au fond du seau, tu vois, c'est encore pire, je suis en dessous du seau. Tu sais, quand tu laisses un seau, par exemple, dans ton jardin pendant plusieurs semaines, après, quand tu lèves le seau en dessous, c'est l'horreur, t'as des cloportes, des espèces de trucs moisis, bah voilà, bah ça, c'était moi, si vous voulez, quasiment tous les mois ces dernières années. Oui, bonjour, c'est la Colline du montage. Je viens juste apporter, enfin, c'est pas forcément une précision, mais je tiens à dire que ce que moi j'ai vécu, et qui, chez moi, bon, bah finalement, n'a pas eu d'autre impact que celui assez positif de me motiver à faire quelque chose face à l'horreur de ces pensées extrêmement sombres. Chez certaines personnes, ça va en fait jusqu'au passage à l'acte, c'est-à-dire que ces pensées noires sont tellement intenses, sont tellement présentes. Le trouble dysphorique prémenstruel a tellement en fait cette capacité de jeter un voile extrêmement sombre, de te mettre dans une espèce de biais de négativité terrible, qu'il y a certaines personnes en fait qui passent à l'acte. Je voulais juste en fait le préciser parce que je parle forcément, c'est ma chaîne YouTube, je parle de mon cas, mais il faut savoir que c'est un trouble qui peut être gravissime à ce point. Et vraiment, je tiens à dire que je viens pas là pour faire pleurer dans les chaumières, pour qu'on s'apitoie sur mon sort. Je viens là vraiment pour mettre des mots sur ce que c'est de souffrir de ce trouble et sur en fait l'impact énorme que ça peut avoir sur ta vie. Moi, cette dernière année, franchement, j'en parlais avec mon agente, avec qui je suis aussi évidemment très amie parce qu'on se connaît maintenant depuis 15 ans, et on en parlait, on faisait notre petite réunion de rentrée là début septembre, et on disait putain, mais c'est vrai qu'en fait là, moi, j'ai eu une année, enfin j'ai galéré cette dernière année, vraiment, j'ai eu l'impression d'être à la rame constamment. Tout était... Alors, il y avait des moments où ça allait, évidemment, mais globalement, moi, ce que je retiens de cette année, c'est que j'ai tellement galéré au niveau de la motivation, de l'énergie, du moral. Je ne sais pas combien de fois, je me suis dit, mais en fait, je suis à nouveau en dépression, c'est pas possible d'être comme ça, tu vois. Et t'as beau savoir que c'est tes hormones et que ça va passer, c'est obligé que ça te traverse l'esprit parce que c'est tellement, en fait, violentissime. Et vraiment, j'ai pris toute la mesure des choses. J'ai réaliser à quel point en fait ça impactait ma vie, parce que en fait c'est la réalité. Quand jusqu'à 2 semaines par mois t'es au fond du seau, bah forcément ta vie est impactée. Ta vie, ton travail, tes relations, tout est impacté du début à la fin. Avant, je vous racontais cette scène là dans mon lit en train de pleurer seule comme une merde et de penser voilà globalement à la mort, tu vois. Mais c'est pas que ça, c'est aussi une irritabilité, mais une espèce d'intolérance absolue à quasiment tout. Moi, ce que j'ai ressenti ces dernières années, et surtout là, allez, je dirais ces 1 ou 2 dernières années, j'avais l'impression que la vie était un combat en fait, que j'étais tout le temps en fait en train de galérer. Alors pas tout le temps parce qu'encore une fois, il y a des périodes où ça va, en fait, tu as des périodes où juste tes hormones remontent et t'es là, tu vois, et ça dure, bon bah allez, ça dure 1 semaine, 10 jours, si t'as de la chance, et puis après c'est reparti. Et du coup, ça fait quand même que globalement, ce qui ressort d'un mois, voire même d'une année, c'est une espèce d'impression de galère constante, que tout est un effort. Le nombre de fois, en fait, où je me suis retrouvée, vous savez, mais en fait, à avoir envie de tout plaquer. Mais vraiment, il y a eu littéralement des soirs
où je me relevais, tu vois, la nuit. C'est toujours la nuit, c'est chiant à mort, quoi. Enfin, c'est pas toujours la nuit, mais je me relevais. J'allais pleurer seule, comme ça, dans mon salon, et je me disais, mais en fait, je vais prendre un petit sac avec un slip, une brosse à dents, je vais prendre ma voiture et je vais partir. Je vais laisser mon mec, mes 2 gosses, ils vont se démerder parce que moi, je n'en peux plus. Donc on est quand même dans des pensées qui sont excessivement extrêmes, qui ne sont pas du tout en fait à l'image de... Alors c'est pas à l'image de la réalité, mais qui sont pas du tout à l'image en fait de ma vie, quoi. Parce que, je veux dire... Moi, j'adore mon mec, j'adore mes enfants, globalement, j'adore ma vie, tu vois, donc à quel moment... Tu vois, putain, à quel moment, en fait, ça te déglingue le cerveau à ce point où tu te retrouves à avoir envie, en fait, de tout quitter, en fait, de t'enfuir, tellement la vie juste quotidienne devient mais insupportable, quoi. Donc voilà pour le petit tableau absolument fabuleux hein, des troubles dysphoriques prémenstruels. Et alors je voulais quand même, attendez, parce que j'avais trouvé des chiffres qui étaient assez intéressants. Je vous lis juste un petit article de la revue médicale suisse qui dit que selon l'American College of Obstetricians and Gynecologists, un pourcentage variant entre 20 et 40% des femmes en âge de procréer présenteraient un SPM, donc un syndrome prémenstruel. Cependant, d'autres recherches épidémiologiques, qui ne sont pas faciles les mots là, sur la prévalence indiqueraient que 80 à 90% des femmes en âge de procréer présenteraient un SPM. Ce chiffre me semble quand même beaucoup plus adéquat. 50% des femmes présenteraient des symptômes modérés, 35% des femmes souffriraient de symptômes perturbant leur vie sociale, professionnelle ou familiale, et 5 à 10% des femmes souffriraient d'un syndrome prémenstruel sévère, avec une perturbation grave de tous les aspects de la vie quotidienne. Au niveau des chiffres, alors comme d'habitude, hein, c'est un petit peu flou, parce que globalement, on s'intéresse pas à des masses à la santé des femmes, et encore moins à leur santé mentale, mais les chiffres en fait, de personnes qui souffriraient d'un trouble dysphorique prémenstruel se situe entre 3 à 8% des personnes, voilà, de la population, des personnes menstruées. Et oui, alors là aussi, je vais faire une petite parenthèse, il y a des moments où je dis femme, il y a des moments où je dis personne menstruée. Ne me tombez pas sur le dos parce que je dis personne menstruée, ça n'enlève rien à personne d'essayer d'être un peu inclusif quand on parle. Alors, si vous n'avez pas envie de le faire, il n'y a pas de souci. Laissez, s'il vous plaît, les gens qui ont envie voilà, de faire ce petit effort de temps en temps, le faire. Et puis, quand même, l'air de rien, quand on dit personne menstruée, excusez-moi, mais a priori, les femmes, hein, les humains du genre féminin, sont aussi des personnes. Donc l'un dans l'autre, hein, vraiment, on ne perd absolument rien, hein, ni vous, ni moi, ni personne. Hein. Il y a juste des gens, éventuellement, qui vont se sentir inclus dans le truc, et ça, c'est cool, ok. Je ne sais plus ce que je disais maintenant. Oui, je crois que j'étais sur les 3 à 8% de personnes menstruées qui seraient concernées par le trouble dysphorique prémenstruel. Le nom est à coucher dehors, c'est une horreur. Et franchement, alors je suis pas statisticienne. Je ne suis pas statisticienne, mais je pense qu'on est quand même sur un nombre qui est un petit peu plus élevé que ça, clairement. C'est juste que, mon humble avis, il y a tellement de personnes qui ne sont pas diagnostiquées que le chiffre reste entre 3 et 8%, on ne sait pas trop. Dans tous les cas, qu'importe les chiffres, ce qui est certain, c'est que nous, les femmes et autres personnes menstruées, on est dans une galère. Écoutez, vous savez, il y a quelques mois, j'ai posté un reel qui était vraiment... je vous le mettrai là, mais c'est juste, voilà, c'est moi avec ma tasse à café qui regarde dans le vide avec un POV. Tu entames ton 12e jour de SPM. Je vous invite, si jamais vous n'êtes pas hyper au courant, ou si par exemple, vous êtes un homme et que pour vous, c'est un peu... vous comprenez pas trop, vous voulez, voilà, on a beau vous expliquer, vous êtes un peu genre, ah ouais, bon, t'es sûr. Allez lire les commentaires, il y en a 942. C'est... vous savez, l'air de rien, ce reel, pour moi, ça a aussi été une espèce de tournant, où en fait, de lire tous vos commentaires, tous vos témoignages, en fait, il y a une quantité de souffrance dans ces commentaires qui pour moi, en fait, c'est imblairable, c'est pas ok, en fait, de souffrir autant, de voir sa vie autant impactée par ces hormones, et que, encore une fois, globalement, tout le monde s'en bat les couilles.
Et en fait, ça m'a tellement choquée de lire tous vos témoignages, de voir, hein, je me répète quoi, mais la souffrance psychologique, la souffrance physique aussi parfois, parce que là on parle beaucoup de l'aspect psychologique, en l'occurrence les TDPM, il y a vraiment, c'est très psychologique en fait, c'est vraiment, bon, clairement tu es en dépression quoi, la vie devient horrible, enfin vous avez compris, hein, de toute façon je vous ai lu tous les symptômes un petit peu plus, il y a 45 minutes hein, je pense, parce que je n'arrête pas de parler. Et bref, pardon, je vais essayer de me recentrer un petit peu. C'est insupportable en fait qu'on nous laisse dans cet état et que globalement il y ait tellement de gens qui s'en contre-cognent. Parce que vous allez vous dire là, bon peut-être qu'elle va nous apporter des solutions, il y a peut-être des choses à faire. Alors, ouais, alors au niveau des solutions, comment vous dire qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup, c'est-à-dire que tout ce qui est complément alimentaire, gâtillier, je sais pas quoi, tout ce qui est alimentation, alors bien sûr en fait que ça aide, moi j'ai réussi à voir des effets positifs sur mes SPM, enfin il faut que j'utilise le bon terme maintenant, sur mes TDPM, j'ai vu des effets assez positifs en faisant pardon, ça doit être très désagréable, mais en faisant vraiment extrêmement attention à mon alimentation, c'est-à-dire en arrêtant quasi totalement toute forme de sucre que ce soit, donc vraiment à part les fruits ou les choses comme ça, pas de sucre du tout, en faisant très attention à mon apport en protéines, en faisant attention aussi évidemment à mes pics de glycémie, les trucs comme ça. J'ai dépensé je ne sais pas combien dans des compléments alimentaires qui ont eu des effets, alors certes un peu, c'était bien, moi ces genres de choses, globalement moi j'y crois. Je pense que si on a un syndrome prémenstruel entre guillemets un petit peu de base, c'est-à-dire que tous les mois avant ses règles, pendant peut-être 7, 5 ou enfin quelques jours avant ses règles, on a un petit coup de mou, on se sent pas bien, on est un peu irritable, tu vois. Je pense vraiment que ça peut aider. Je suis persuadée aussi que l'alimentation, enfin c'est même pas que j'en suis persuadée, c'est quand même un fait en fait, l'alimentation. Vous savez, je crois qu'il y a un bouquin qui s'appelle comme ça, l'alimentation, la première médecine ou je sais pas quoi. L'alimentation est globalement un peu la première médecine, hein. C'est-à-dire que c'est un truc qui va pas dans ton corps, cherche du côté de l'alimentation. Donc évidemment, ça peut aider. Mais dans un cas comme le mien, enfin dans le cas du trouble dysphorique prémenstruel, en fait, moi ce que j'ai réalisé aussi, c'est qu'à un moment, je n'allais pas m'en sortir et qu'en fait, ce n'était pas suffisant. Je peux faire aussi attention que je veux. J'ai vraiment eu, mais vous savez, des périodes en fait dans ma vie, c'est quoi, on est au mois de septembre? Oui, voilà, cette année, au début de l'année, vous savez, j'ai passé 6 mois à faire du sport plusieurs fois par semaine, et du cardio, et du pilates, et du yoga, et je bouffais plus de sucre, et j'ai arrêté de boire de l'alcool, et je mangeais des protéines, tu vois, je me suis remise à manger des œufs, alors que vraiment, c'était le truc qui me dégoûtait le plus au monde. Bon, maintenant ça va mieux, mais quand même, je suis pas fan, tu vois. Donc vraiment, j'ai déployé une énergie pour essayer d'apaiser ce que je ressentais tous les mois, mais en vain, tout simplement parce que quand on est dans la catégorie du trouble dysphorique prémenstruel, en fait, ce n'est pas suffisant. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai compris, et c'est quelque chose que j'ai compris grâce à cette gynéco, donc j'en reviens, on fait clôture un peu la boucle, on retourne, bon, bref, c'est quelque chose que j'ai compris et que j'ai réalisé grâce à cette gynéco qui m'a dit... en fait, alors c'est pas, on ne peut pas appeler ça une maladie, c'est un trouble, mais en fait, c'est je ne vais pas m'en sortir comme ça, juste comme ça, je ne vais pas m'en sortir. D'autant plus que, en fait, quand tu es au fond du seau, c'est ce qu'elle disait, et ça aussi, ça m'a fait tellement de bien. Elle me disait, oui, alors quand vous n'êtes pas bien avant vos règles, on vous dit, faites du sport, essayez de bien manger, etc. Ouais, sauf que vous êtes au fond du seau. Alors à quel moment vous avez l'énergie en fait et l'envie de faire du sport? Et j'étais là, mais amen, mais merci en fait de dire ça, parce que c'est tellement vrai. Quand tu es au fond du trou, à désespérément chercher le sens de la vie en pleurant comme ça dans ton lit, à quel moment tu te dis, tiens, je vais aller marcher, ou je vais faire du sport, ça va me faire du bien? Alors il y en a qui y arrivent, et vraiment bravo, félicitations. Mais moi, comment vous dire qu'à un moment, voilà, c'est pas possible, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas, ou tout du moins les résultats étaient trop médiocres.
envie de dire, pour que ça vaille le coup, tu vois. J'ai juste envie, alors moi j'aime bien faire attention à ce que je mange, etc. Mais en fait, moi j'ai juste envie de vivre cool, tu vois. J'ai envie de manger une part de gâteau, sans faire attention à manger des protéines en même temps, pour les pics de glycémie, etc. Écoutez, bon, merde, quoi. Donc, au niveau des solutions, tout ce qui est alimentation, complément alimentaire, activité physique, etc., c'est bien, mais dans le cadre d'un TDPM, c'est pas suffisant. Enfin, tout du moins, ça ne l'est pas pour moi et ça ne l'est pas pour plein d'autres personnes. Donc, dans mon cas, la solution qui m'a été proposée par cette femme, ça a été tout simplement de couper mes cycles. Là, dans le tas, s'il y en a qui me connaissent très bien, je pense que vous allez tomber de votre chaise. Parce que moi, j'ai arrêté de prendre la pilule, je pense, il y a 12 ans. Le dernier moyen de contraception que j'ai eu, c'était un stérilet. Et pareil, je supportais pas l'idée d'avoir un stérilet. J'avais l'impression que voilà, que ça me déglinguait, que ça allait pas. Mais pourtant, c'était pas un stérilet hormonal, c'était un stérilet au cuivre. Mais même ça, je ne supportais pas. J'ai jamais été hyper vindicative vis-à-vis des hormones. Parce que c'est bien de ça dont on parle. On parle d'hormones, on parle d'une pilule. J'ai jamais eu des discours hyper extrêmes, mais c'est vrai que pour moi, c'était genre juste niette, je ne reprendrai pas la pilule, je ne veux pas prendre d'hormones, j'ai eu assez de problèmes hormonaux voilà, durant toute ma vie pour ne pas en fait me remettre dans un truc comme ça. Et en fait, vous savez quoi? Eh ben si. Voilà. C'est tout pour moi, merci, au revoir. Ah, pardon. C'est comme d'habitude, je tourne en fin de matinée, donc là il est midi, je crève la dalle. La solution que m'a proposée cette femme est que franchement, en fait, j'ai accepté les bras ouverts à une vitesse qui m'a même... j'ai été surprise moi-même, en fait, d'accepter, vous voyez, d'accueillir le truc aussi rapidement et aussi facilement. C'est tout simplement de prendre une pilule en continu. Elle m'a parlé de la pilule, elle m'a dit, bon, notamment parce que moi j'ai 37 ans, so far, je suis encore fumeuse, donc c'est une pilule où il n'y a pas en fait de risque vasculaire. Elle m'a expliqué plein de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, et je le redis, je ne partagerai pas le nom de ce médicament parce que ce n'est pas mon rôle et légalement je n'ai pas le droit. Mais en gros, c'est un moyen de contraception, enfin bien que j'en ai pas besoin, moi j'en ai déjà parlé, hein, mon mec a fait une vasectomie il y a quelques années, donc à ce niveau-là, on est bon, quoi. Mais elle m'a dit, en fait, ne voyez pas ça comme un moyen de contraception, voyez ça comme un traitement pour juste pour vous, en gros, pour vous en sortir dans la vie, quoi, pour arrêter de subir ce que vous subissez tous les mois depuis des années. Et je pense que c'est ces mots en fait qui ont fait leur effet, enfin qui ont fait que vraiment, quasi immédiatement, j'ai accueilli le truc et je me suis dit, ok, on va faire ça. Et bien sûr que dans un monde idéal, je préfère ne pas passer par là. Mais en même temps, si vous voulez, je pense que le point de bascule, pour moi, c'est vraiment qu'en fait, je suis trop en galère. Je ne veux pas continuer à vivre comme ça. Et franchement, je suis vraiment contente d'avoir cette ouverture d'esprit et encore une fois, juste d'accueillir le truc et de dire « Ok, on va tester ». Tu vois, parce que ça commence à bien foutre et que concrètement, il n'y a pas énormément, beaucoup plus d'autres solutions que ça. Alors à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore commencé la dite pilule puisque j'attends que mes règles commencent. Donc là, elles sont en train d'arriver. Je suis contente. Je pense qu'elles vont arriver avec 2-3 jours d'avance. Le plan, c'est que dès que mes règles débutent, eh bien, je commence cette pilule. C'est une pilule normale avec, bon, je sais plus combien de petits cachets il y a, mais tu as 4 jours de cachets placebo qui sont donc, vous savez, le principe de la pilule, c'est donc à un moment, tu arrêtes de prendre ta pilule ou alors tu prends les cachets placebo et puis là, pouf, il y a tes règles qui arrivent. Ici, l'idée, évidemment, c'est que moi, comme mes hormones sont complètement comme ça, en roue libre, c'est évidemment de ne pas prendre ces cachets placebo et en fait de juste prendre la pilule en continu, ce qui va, on l'espère, m'apporter une stabilité hormonale d'une grande qualité, je sais pas comment dire, et ce qui va potentiellement juste changer ma vie. Là où j'ai quelques appréhensions, c'est déjà parce que ce que me disait ma gynéco, c'est que c'est pas un truc qui est immédiat et elle m'expliquait qu'il faut entre guillemets un petit peu de temps avant que les ovaires se mettent vraiment au repos. Elle me disait que les femmes qu'elle traite pour des troubles dysphoriques prémenstruels avec voilà de cette manière, avec cette pilule, elle me disait qu'elles avaient des effets au bout de 3-4 mois et que globalement elle lui disait dites aux femmes qu'il
qu'il faut s'accrocher, que les premiers mois c'est un petit peu difficile, parce que bon, on est peut-être un peu moins mal avant ses règles, mais la période après ses règles, où on est donc dans une remontée hormonale, là en l'occurrence ça peut être un peu pas génial. Ça c'est quelque chose que j'ai à l'esprit, dont je suis consciente et auquel je me prépare, et en même temps je me dis franchement ça pourra jamais être pire que ce que j'ai vécu en fait ces dernières années. Elle a quand même aussi soulevé la possibilité que ça ne fonctionne pas, parce que ben voilà, alors je sais pas si les mystères du corps humain sont impénétrables, titre. Marielle, si tu passes par là, je te fais une petite dédicace, je sais que tu aimes beaucoup ce jeu, mais toujours est-il que parfois, bah, tu sais pas pourquoi ça fonctionne pas ou ça règle pas le problème. Donc elle me disait que l'ultime option, et ça je tiens à en parler aussi, bien que c'est pas forcément celle qui soit idéale, mais en même temps, rien n'est idéal, si vous voulez. L'idée globale, je pense, quand on se penche sur ce sujet et qu'on a envie de trouver les solutions, c'est juste de faire en sorte d'aller mieux et de rendre la vie moins pénible. Elle me disait que c'était aussi envisageable, tout simplement, de prendre des antidépresseurs 15 jours par mois. Et ça, je tiens à en parler parce que ça peut aussi être une solution. Alors je sais que les antidépresseurs, ça fait peur et qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents. Vous le savez peut-être pas ou pas, hein, si vous venez de débarquer, vous n'avez pas forcément tout mon historique. Moi, j'ai pris des antidépresseurs dans ma vie, je pense que ça m'a juste sauvé la vie, hein, tout simplement. Les antidépresseurs, ce sont des médicaments dont parfois on a besoin parce qu'on souffre de quelque chose, parce qu'on a une maladie qui nécessite tout simplement de prendre ces médicaments. Alors après, c'est comme toujours, il faut être bien accompagné, on fait pas n'importe quoi, mais ça peut être une option. Et c'est l'une d'entre vous, d'ailleurs je me souviens, qui avait déclenché un truc chez moi. C'était il y a plusieurs mois et on parlait de SPM et de à quel point c'est la galère, etc. Et elle me disait en fait, moi j'ai fini par aller voir un psychiatre et maintenant je suis sous antidépresseurs 15 jours par mois et ça m'a changé la vie, quoi. Et j'étais là, bah ouais, bah en fait t'as raison, voilà, c'est au bout d'un moment. Je pense qu'il faut aussi qu'il y a un côté où nous les femmes, on a tellement intériorisé que la souffrance autour de nos menstruations est quelque chose de normal, de banal, de basique. Je pense que c'est quelque chose qui vraiment doit se trouver dans nos gènes, vous voyez, dans nos cerveaux, que on peut, je pense, après je fais pas une généralité, hein, on est tous différents, vous connaissez la chanson, mais je pense qu'on a des espèces parfois de formes de réticence à trouver des solutions. J'ai mes règles, et ben j'ai mal, et ben c'est comme ça. Et ben non, en fait, on n'est pas obligé de souffrir, bordel de merde. Pour finir avec cette vidéo qui va être d'une longueur absolument déroutante, j'ai envie peut-être d'essayer de vous donner quelques conseils si vous vivez des SPM qui sont difficiles, qui sont douloureux, ou si vous êtes, voilà, si vous vous reconnaissez dans les symptômes du trouble dysphorique prémenstruel, ou si carrément vous êtes totalement au courant, vous avez un trouble dysphorique prémenstruel et que vous êtes en galère. Moi, la première chose que j'ai envie de vous conseiller, c'est déjà de reconnaître ce que vous vivez, parce que ça existe, parce que non, en fait, on n'est pas folle, on n'est pas hystérique. Vous savez ce qui se passe en fait avec le syndrome prémenstruel ou le trouble dysphorique prémenstruel, c'est tout simplement, ce sont des variations hormonales. Les hormones dirigent vraiment, ce sont des tas de petits capitaines dans notre corps et dans notre cerveau, et l'impact des hormones sur, a fortiori, les femmes, parce que il faut savoir que quand tu as des cycles, tu as, je ne sais plus quel est le nombre de variations hormonales durant un cycle. Je crois que c'est 5. En l'espace d'un mois, il me semble, reprenez-moi dans les commentaires si je dis une bêtise, mais que tu traverses 5 états hormonaux différents. Donc déjà, tu as envie de dire, bah bon chance, quoi. Les hormones chez le genre masculin sont évidemment c'est beaucoup moins compliqué, quoi, si vous voulez. Donc voilà, donc déjà, il faut prendre ça en considération. C'est quelque chose qu'il faut accepter, c'est quelque chose qui est véridique, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître. C'est quelque chose, ensuite, très important, dont il faut parler avec les gens qui vous entourent, parce que, alors globalement, en parler, ça peut faire du bien, et surtout en parler, c'est aussi donner des clés, donner des informations. Moi, ces derniers mois, je pense, enfin honnêtement, vraiment, je vous dis ça en toute sincérité, je ne sais pas dans quel état je serais, ou où est-ce que j'en serais, si j'avais pas pu en fait me reposer sur mon mec, et aussi voilà, sur certaines de mes amies qui ont été d'un immense soutien et qui elles pour le coup voilà, comprennent
comprennent parfaitement tous les rouages du truc, notamment parce que ils vivent globalement la même chose, quoi. Mais mon mec, ça a vraiment été en fait un pilier. Et alors, je tiens à dire que ça n'a pas toujours été le cas. Je tiens à le dire parce que quand on subit des SPM ou un TDPM très violent et qu'on se sent pas compris, écouté par la personne avec qui on partage sa vie, c'est extrêmement difficile. Alors je pense qu'il faut, quand on parle, voilà, si on parle peut-être juste de relations, bon, désolé, ça va être très hétéronormé, mais juste de relations hétérosexuelles, vous êtes une femme, vous êtes en couple avec un homme, etc. Je pense qu'il faut prendre en compte le fait que pour les hommes, c'est un truc complètement abstrait. C'est-à-dire que eux, leurs variations hormonales sont quand même globalement assez minimes. Et puis bon, on va pas rentrer trop dans les détails, mais vous voyez, je réutilise le même terme parce qu'il me semble très à propos. Je pense que c'est pour beaucoup d'hommes, en fait, complètement abstrait, ces variations hormonales. Je pense aussi que malheureusement, la société dans laquelle on vit, ce truc de qu'est-ce qu'il y a, t'as tes règles, et l'espèce de mythe, de l'hystérie, c'est quand même des choses qui pèsent. Et si nous, en tant que femmes, on a intériorisé qu'on devait juste souffrir parce que c'est comme ça, c'est nos règles, c'est la vie, c'est la nature. Je pense que les hommes ont aussi eux intériorisé que c'est bon, elle va pas nous gonfler avec ses règles, avec ses menstruations, celle-là, elle va s'en remettre, quoi, tu vois. Donc vraiment, moi je vous encourage, si c'est compliqué dans votre vie, avec la personne avec qui vous partagez votre vie, je vous encourage à communiquer, à dialoguer, à essayer juste d'expliquer, d'être honnête, d'être franc, d'être ouvert, de vous montrer vulnérable. Ça peut prendre du temps. Moi, en l'occurrence, ça a pris quand même un moment avant que... Parce que, vous savez, non mais c'est le truc, on va parler des vraies choses, quoi, c'est le truc classique de tu es en SPM, et en fait, alors tu le dis, tu vois, tu verbalises, je suis en SPM, mais la personne en face ne prend pas forcément la mesure du truc. Et il y a toujours des moments, quand tu es en SPM, t'as beau prendre sur toi, tu vois, et te dire, ok, allez, je suis au centre, tout va bien, la vie est belle, même si j'ai envie de mourir. Il y a toujours des moments où tu vas être un peu sur les dents, où tu vas répondre un peu vénère, où tu vas t'énerver en fait pour un truc qui n'a absolument pas lieu d'être, et où l'autre en face, au lieu de... enfin, qui ne va pas réussir, plus exactement, à prendre la distance nécessaire par rapport à ça, et alors là, ça va partir en latte, mais complet. Si vous saviez, non mais le nombre de fois où on s'est engueulé, mais comme des chiffonniers, avec mon mec, quand j'étais en SPM, c'est ridicule. Vraiment, je le dis. Et ça a pris du temps, et j'ai dû l'éduquer. Et même encore, là, il y a pas longtemps, c'était à ce cycle-là, où il me disait, purée, mais j'aimerais tellement pouvoir ressentir ce que tu ressens, en gros, pour comprendre en fait toute l'ampleur du truc. Et je trouve ça hyper intéressant qu'il ait dit ça parce que, alors, ça prouve que pour lui, je pense que ça reste un peu abstrait. Néanmoins, en fait, il me voit, hein, il a quand même des yeux, il vit avec moi, on passe notre vie ensemble, etc. Donc il voit que je suis dans un état absolument pathétique. J'avais juste envie de développer un tout petit peu plus cette partie pour dire que voilà, que ce soit mon mec ou pas, c'est pas tellement le sujet, là c'est juste une histoire d'illustration de propos. Je crois vraiment que ce qui est important, c'est même pas tellement d'être dans une espèce de compréhension absolue et de se dire ok, je vois totalement ce qu'elle traverse, ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit, etc. Je pense que le plus important, c'est simplement en fait alors premièrement une question d'empathie et deuxièmement une capacité à savoir faire un petit pas de côté et à se dire ok, en fait ce qui se passe, son état ou la façon dont elle va réagir ne me concerne pas. Et je crois vraiment, parce que c'est aussi propre aux relations humaines, hein, qui sont souvent assez complexes, je crois vraiment que la clé est là, de réussir à faire comprendre à l'autre que ce n'est pas lié à lui, que malheureusement il ne peut pas en fait entre guillemets arranger les choses, mais par contre qu'il peut rendre les choses en fait moins pénibles. Parlez-en, en fait, accrochez-vous. Bien sûr que c'est pas facile pour la personne avec qui on partage sa vie, bien sûr que c'est difficile. C'est difficile de voir la personne qu'on aime aller mal, être au fond du seau, pleurer, ne pas avoir d'énergie, de dormir toute la journée, avoir des idées noires, etc. Évidemment, c'est extrêmement difficile, mais je suis persuadée quand même que globalement, si on partage sa vie avec quelqu'un qui est pas trop con,
qui est pas trop borné et qui surtout nous aime sincèrement, je suis persuadée, parce que moi c'est ce que j'ai vécu, qu'en fait à un moment ça peut se débloquer et qu'on peut vraiment trouver en l'autre un soutien qui pour moi est indispensable, et j'ai même envie de dire vital. Le mec maintenant il a compris, en fait il prend les devants, il s'occupe de moi, juste en fait je lui demande pas, vous voyez, il s'agit pas d'en faire des caisses, d'aller me décrocher la lune quoi, mais juste en fait il est attentif et il s'occupe de moi, et il est gentil, et il est bienveillant, et il est prévenant, et vous savez parfois c'est des trucs tout cons, où juste il voit que je suis pas bien et il me propose d'aller m'allonger et de s'occuper, bon voilà, de faire à bouffer, d'aller coucher notre fils, enfin de faire ce qu'il y a à faire. C'est assez rare que je dise oui, parce que encore une fois, je pense que j'ai ce truc où je me l'autorise pas vraiment, mais juste le simple fait qu'il propose, et que de cette façon, en fait, je vois qu'il reconnaît ce que je vis. C'est incroyable, franchement c'est game changer, et se sentir soutenu, franchement, mais en fait ça change tout, ça change absolument tout. Je sais que c'est compliqué dans beaucoup de couples, pour beaucoup de personnes. Bon, il y a aussi des personnes, voilà, des couples où ça se passe très très bien, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de cas de figure où c'est très compliqué, et en fait ça rajoute de la merde à la merde, et ça... eh ben c'est la merde. Ensuite, j'ai vraiment envie de vous dire, faites-vous aider. Il y a des solutions. Alors moi j'ai opté pour une solution qui peut-être pour certaines personnes peut sembler radicale. Je l'ai dit, hein, écoutez, moi j'étais la première, voilà, quand j'entendais parfois des personnes qui disaient « Ah, moi je prends la pilule en continu parce que je n'aime pas avoir mes règles ». Je parle pas de cas de maladies par exemple comme l'endométriose, etc. Moi je trouvais toujours ça un peu bizarre, j'étais là, bon, mais quand même, vous voyez, toujours pareil, hein, le truc de « mais les règles c'est naturel, tu vois, c'est comme ça, on est censé avoir nos règles, etc. » Eh ben non, hein, j'ai envie de te dire qu'on est en 2024, qu'au bout d'un moment, moi personnellement, j'ai quasiment 40 piges. Si on me dit que ne plus avoir mes règles, ça va changer ma vie et la rendre 1 milliard de fois plus belle et plus facile à vivre, eh ben tu sais quoi, serre-moi une bonne pince, chacun fait comme il veut. Je suis pas en train de vous dire que c'est la solution ultime, je suis en train de vous dire que c'est une solution qui existe, en fait, qui est disponible. Si vous êtes en souffrance, faites-vous aider. En fait, cherchez un professionnel de santé qui va vous écouter, qui va prendre la mesure de ce que vous vivez, un professionnel de santé avec qui vous allez vous sentir respecté, écouté, et qui va vraiment faire son taf, en fait, de soignant. Je sais que c'est pas toujours facile de trouver des bons professionnels de santé. Néanmoins, maintenant, on a un truc qui est absolument génial, et c'est Internet, et c'est la visio. Donc, ça prend du temps. Il faut faire des recherches. On peut éventuellement tomber sur des personnes qui vont pas nous correspondre, mais parfois, souvent même, je pense, ça vaut tellement le coup, et il y a des soignants qui sont merveilleux et avec qui j'en suis la preuve. Juste, ça va être simple, on va vous écouter, on va vous comprendre, on va reconnaître ce que vous vivez, on va absolument rien remettre en question, et on va vous proposer des solutions. Et enfin, dernier conseil, et après on pourra clôturer cette vidéo, prenez soin de vous. Et quand je dis ça, je parle pas de... Je sais pas, quand on dit prenez soin de vous, il y a toujours un côté du genre coiffez-vous, habillez-vous, mettez du mascara. Alors c'est pas ça du tout, hein. C'est prenez soin de vous dans le sens où vous avez le droit d'être mal, vous avez le droit d'avoir envie et surtout besoin de calme, de temps pour vous, de ralentir. Alors c'est pas toujours facile parce qu'on a des boulots, parce qu'on a des enfants, parce que la vie est comme elle est, et que globalement la vie c'est jamais simple et il y a toujours des complexités quelque part, mais en fait c'est quelque chose que vous avez le droit de faire. Vous n'êtes pas constamment obligé d'être au top, de donner le change, d'être dans l'effort. Moi ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup, petite parenthèse, hein, qui a été très difficile pour moi 2 dernières années, c'est vraiment cette impression de devoir constamment fournir des efforts. Parce que en fait c'est la vie, et que bien sûr en fait qu'il faut faire des efforts, parce que il faut que tu travailles, il faut quand même que tu t'occupes un peu de tes gosses, il faut que tu t'occupes de ta maison, que tu fasses des lessives, que tu fasses à bouffer, que tu fasses les courses, enfin bref, la vie vraiment de base quoi. Mais on a le droit aussi de faire moins d'efforts, on a le droit à un moment de dire, tu sais quoi, fuck. Je prends un exemple vraiment débile, mais mon panier à linge déborde, et ben tant pis, j'ai pas envie de la faire la lessive, d'accord? Donc putain, ça part dans tous les sens. Non mais voilà, vous avez, je pense que vous avez l'idée globale. Évidemment, il y a toujours des cas particuliers où ça peut être très difficile. Je sais pas, je pense par exemple si vous êtes une maman seule avec 2 enfants, ou voire plus, ou même ne serait-ce qu'un, c'est déjà vachement beaucoup si tu veux. Je pense qu'il y a peut-être quand même toujours moyen de trouver des tout petits trucs, vous savez, pour réussir à
voilà, juste à s'occuper de soi. C'est pas forcément une journée entière, voyez, où vous allez rien faire, mais ça peut être, je sais pas, je dis n'importe quoi, je donne vraiment des exemples au pif, mais si vous avez un jour de congé, par exemple en semaine, je sais pas, le mardi, vous ne travaillez pas, et le mardi, il s'avère que, je sais pas, votre ou vos enfants sont à l'école, le mardi, alors, franchement, pas loin de mes 2 mains à couper, que le mardi, globalement, vous devez passer votre journée à faire des lessives, aller faire les courses, plier du linge, ranger la chambre des gosses, passer la serpillière ou quoi aux caisses, et ne le faites pas. Hein, voilà, en fait on n'est pas obligé, des habits un peu sales, c'est pas grave, une maison un peu sale, c'est pas grave, manger des pâtes un soir de plus, moi j'adore les pâtes personnellement, vraiment je suis team pâtes et beurre. Par contre, être au fond du seau, se sentir submergé, ça c'est grave et c'est pas cool et ça impacte vraiment la vie et les relations et tout ce qu'il y a autour. Donc bref, voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là parce que voilà, ouais, on va être sur une longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait du bien, cette vidéo. Si peut-être vous vous reconnaissez, si vous avez encore une fois, des SPM difficiles, si vous souffrez d'un trouble prémenstruel, j'espère que peut-être, éventuellement, vous découvrirez ce que c'est, le trouble dysphorique prémenstruel. Peut-être vous vous reconnaîtrez dans mon expérience, dans ce que moi je vis depuis quelques années. Peut-être que ça vous poussera en fait à faire des démarches pour essayer de tout simplement de vous occuper de vous et de faire en sorte que la vie soit un petit peu plus jolie. Si vous avez tenu jusqu'ici, écoutez, ce sera vraiment un miracle. Donc je vous invite, qu'est-ce qu'on va laisser comme emoji? On va mettre un truc un peu mignon, un petit poussin. Voilà, si vous avez tenu jusqu'ici, laissez-moi un petit poussinou dans les commentaires. Je pense que j'en vais en avoir 2, mais bon, c'est pas grave, c'est 2, c'est bien. Hein. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce sur cette vidéo. Si vous avez envie de me voir de façon un peu plus régulière, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Et dans tous les cas, merci d'avoir passé ce long moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine et vraiment, prenez soin de vous, vous méritez d'aller bien, ou tout du moins vous méritez d'aller mieux. Je vous embrasse, allez, bisous.